Dans la tête de Boris Johnson, documentaire réalisé par Alice Cohen, le portrait ciselé, vous venez de le voir, de celui qui a fini par mener le Brexit à son terme outre-Manche, autour d'une promesse simple, le retour à la grandeur britannique. Mais 5 ans plus tard, où en sommes-nous? Quelles sont les conséquences de ce Brexit pour les Britanniques? Nous allons maintenant en débattre avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat-Doc. Anne-Elisabeth Moutet est avec nous, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, éditorialiste et correspondante pour The Telegraph, Unheard et The Spectator. Également avec nous Jeremy Stubbs. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur et président des Conservatives Abroad in Paris, autrement dit la section française du Parti conservateur britannique. Vous avez voté Remain, autrement dit contre le Brexit en juin 2016. Mais vous avez tout de même un petit fait pour Boris Johnson. Alors, Alex Taylor est également avec nous. Bienvenue à vous, Alex Taylor. Vous êtes journaliste, animateur de radio, de télévision. Vous êtes né britannique, mais aujourd'hui naturalisé français. Une naturalisation que vous avez demandé au lendemain d'ailleurs de ce Brexit. Complètement, en 2017. J'ai mes papiers avec moi. Et puis ceux qui ont la mémoire vive de notre chaîne LCP se rappelleront que vous avez collaboré sur cette chaîne parlementaire autour d'une émission qui s'appelait à l'époque Vivre en Europe. C'était au Parlement européen chaque mois, pendant 7 ans, l'actualité du Parlement européen. Vous avez un regret, un remords après avoir mal digéré ce Brexit en juin 2016, bien sûr, cette date est historique, outre-Manche, où 5 ans après ça va mieux. Oui, ça va mieux. Enfin, c'est une décision qui a été prise. Moi, je suis ravi parce qu'en fait, ça m'a poussé personnellement, si vous me parlez de mon cas personnellement, de devenir français. Donc, je suis devenu encore plus européen suite à cette décision qui était, je tiens à le rappeler, pas si démocratique que ça, parce que je tiens juste à le dire une fois, c'est que je n'avais pas le droit de vote. J'étais à l'époque, en 2016, que citoyen britannique et comme beaucoup de Britanniques vivant sur le continent, on était exclus de ce vote. Si ça avait été une victoire massive, mais ce n'était même pas 52%, c'était 51,9%, si les centaines de milliers de Britanniques vivants qui étaient concernés au plus haut point, beaucoup plus que ceux qui avaient le droit de vote, je crois que le résultat aurait été... Donc quand on dit que c'était un choix démocratique du peuple britannique, je me permets d'émettre quelques doutes déjà avant. Voilà. Je pense qu'Alex fait référence à une vieille règle au Royaume-Uni qui est que les citoyens britanniques qui vivent à l'étranger pendant plus de 15 ans perdent le droit de vote. Il faut dire que quand même, après le Brexit, ce droit a été restitué par le Parlement. Too late, trop tard. Trop tard pour Alex, mais pas trop tard pour moi-même. En tout cas, cette donne-là, précisément, elle a changé depuis le Brexit. S'il fallait refaire le match aujourd'hui, 5 ans après, s'il fallait à nouveau revoter entre Leave et Remain, quitter ou rester dans l'Union européenne, que voteraient les Britanniques aujourd'hui? Eh bien, c'est toujours serré. C'est toujours serré parce que la notion de souveraineté est quelque chose qui demeure, alors même que la réalisation du Brexit, d'abord la négociation et ensuite la réalisation, non, on va dire que ça n'a pas été optimal, pour ne pas dire que franchement ça a été mal fait. Et que les Britanniques voient bien les problèmes en termes de certains emplois et en termes de distribution de tous les produits qui viennent d'Europe et d'ailleurs, la naissance de barrières douanières, les difficultés pour par exemple avoir une maison de campagne dans un pays européen. Dans la vie quotidienne de beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est devenu plus mal. Il y a eu la fin du programme dont le nom m'échappe, Erasmus, de l'Union européenne, qui fait que les étudiants pouvaient aller étudier dans n'importe quelle université européenne et que même des étudiants européens venaient étudier dans des universités britanniques. Et le programme Erasmus, il y a eu des possibilités éventuellement de relancer et les Britanniques ont dit, écoutez, il y a beaucoup plus d'Européens qui viennent dans nos universités qui sont très renommés et donc on n'a pas l'intention de le relancer. Donc il y a eu une espèce on a distendu les liens, il y a eu certainement une perte de choix. Alors vous avez des Britanniques qui disent ça c'est très bien, mais ça c'est pour une classe moyenne plus ou moins à l'aise, et beaucoup de gens n'ont pas de maison de campagne en Espagne, beaucoup de gens n'envoient pas leurs enfants dans les universités qui sont payantes.
Beaucoup de choses font que la question du Brexit est plus, enfin, c'est plus complexe qu'on en a l'air si on est seulement à Londres. Nous avons en France une excellente ambassadrice, mais qui s'est abstenue pratiquement de rencontrer pendant toute la campagne du Brexit des gens qui étaient pour. Sylvie Berman, elle a écrit un bon bouquin qui s'appelle Goodbye Britannia, et elle a admis, la première, qu'elle était très surprise que le vote soit passé comme ça, mais il ne fallait pas écouter que les milieux aisés à Londres, il fallait parler à beaucoup de gens dans le pays. Est-ce que la société britannique est toujours aussi divisée sur cette question? Est-ce qu'elle fait encore débat? Est-ce que cette question du Brexit est encore dans le débat public britannique? Et Dieu sait si ce référendum, la suite de ce référendum, a fracturé la classe politique britannique, et on va dire la société britannique. Il paraît, j'ai lu que le Brexit s'invitait à tous les dîners de famille, tous les after-work. Bon, ça avait pris une dimension formidable outre-Manche. Aujourd'hui, cette société britannique est toujours aussi divisée sur cette question. Est-ce que cette question fait encore partie du débat? Non. Ce qui pourrait étonner les Français, c'est que c'est une non-question au Royaume-Uni. Ça n'a pas été un enjeu des élections de l'année dernière. On n'a pas du tout parlé de ça. Je pense qu'il y a 3 facteurs là. D'abord, les gens en ont marre. Hein. Vous avez évoqué ces tensions terribles. Après, les gens, pouf, on ne veut plus de ça. C'est hier tout ça. On veut tourner cette page. Voilà. Ensuite, il y a le fait que depuis, il y a le Covid et ensuite la guerre en Ukraine. Ça a un peu fait oublier le Brexit. Et puis, troisièmement, je crois qu'aujourd'hui, les gens ont d'autres préoccupations. Ils regardent le monde actuel en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer avec la Chine, avec le Moyen-Orient, avec l'inflation? Monsieur Starmer, ou Sir Keir Starmer, est-ce qu'il va être à la hauteur? On ne pense plus au Brexit. C'est presque de l'ancienne histoire. Alors, vous venez de prononcer son nom, Keir Starmer. Il a été élu en juillet dernier. C'est le leader du Parti travailliste. C'est quand même un événement majeur sur la scène politique britannique. Il y a une alternance en Grande-Bretagne après 14 ans de pouvoir du côté conservateur. Est-ce que, d'une certaine manière, les Britanniques ont fait payer le Brexit aux conservateurs à travers cette élection assez large de Keir Starmer et du Parti travailliste en Grande-Bretagne? Je pense qu'ils ont fait payer beaucoup de choses à votre cher parti, parce que c'était la défaite la plus cuisante du Parti conservateur depuis son existence, je crois. Je ne sais pas, enfin, ça ne vous étonnerait pas de savoir si je suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse, parce que je pense que même si on ne parle plus tellement du Brexit, les thèmes qui ont nourri le débat sur le Brexit continuent à dominer la politique britannique. Par exemple, l'immigration, qui était, qu'on le veuille ou non, si ce n'est le sujet principal du débat sur le Brexit, continue à être le thème majeur. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les conservateurs ont été battus aux dernières élections, c'est qu'on avait promis avec le Brexit de reprendre le contrôle de ses frontières, take back control of our borders, et il faut savoir que l'immigration a quadruplé depuis le Brexit. Donc c'est un échec cuisant pour les gens nombreux qui ont voté, parce que Boris Johnson et Nigel Farage notamment ont promis, si vous votez le Brexit, il y aura beaucoup moins d'immigrés. En gros, c'était le message. Il y a aussi ce qui a peut-être changé, c'est la nature de l'immigration. Oui, c'est ça. Maintenant, plutôt que d'avoir des Européens qui viennent comme infirmiers et qui retournent très fréquemment chez eux, ils ont toutes des familles nombreuses qui viennent de beaucoup plus loin dans le monde. Donc c'est pas étonnant s'il y a 4 fois plus d'immigrés. Autre thème qui revient aujourd'hui? Autre thème qui revient aujourd'hui, c'est les hôpitaux. Je veux dire, c'est pas pour rien que le thème du Brexit sur le bus de Boris Johnson, c'était on va prendre l'argent qu'on donne à Bruxelles pour l'investir dans nos hôpitaux, the NHS, the National Health Service. Eh bien, les hôpitaux sont encore plus dans des conditions périlleuses que ce n'était le cas quand Boris Johnson faisait ses promesses. Donc les gens ont voté pour le Brexit. Je suis d'accord que le Brexit n'est plus tout à fait, même si tous les sondages que ma chère collègue a oublié de mentionner, c'est que pratiquement il n'y a aucun sondage depuis le Brexit
où les gens ne regrettent pas leur vote. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on ne parle plus tellement de ce thème, c'est que c'est maintenant plus ou moins acquis que c'était une erreur, selon pratiquement tous les sondages depuis le Brexit. Mais les thèmes pour lesquels les gens ont voté, c'est-à-dire principalement l'immigration et les hôpitaux, continuent à être les thèmes les plus importants dans la campagne électorale qu'on vient de voir et qui ont amené Starmer au pouvoir. D'accord avec ça? Alors, les promesses n'auraient pas été tenues concernant ces deux thèmes les motivations, par les Brexiteurs? Le Brexit va tout régler, le Brexit va tout soigner, c'est la pilule miracle, etc. Et on s'est bien rendu compte que ce n'était pas la pilule miracle. L'immigration, par exemple, reprenons peut-être ce thème, parce que c'est vrai que c'était vraiment central. C'est un problème très important, parce que non seulement ça s'est multiplié, mais ça s'est multiplié dans tous nos pays. Ouais. Donc, dans une certaine mesure, le Brexit. On parle de deux choses différentes. Quand il y avait de l'immigration légale d'Europe de l'Est, de toute façon, c'était quelque chose qui était légal, qui était accepté. C'était des gens qui avaient eu tous une formation éducative convenable. Je veux dire, quand vous avez des Polonais qui viennent travailler, ils ont été bien formés parce que les écoles sont bonnes en Pologne, etc. Et vous aviez une immigration illégale qui venait hors des frontières de l'Europe, et ça a continué parce que dans une large mesure, les migrants qui arrivent, les malheureux, dans des petits dinghies, des trucs en plastique dont certains coulent, avec des gens qui meurent dans la Manche, ce sont des gens qui continuent à venir, et comme les choses ne s'arrangent pas, ça continue, ça continue avec la même intensité. C'est pareil en France, c'était pareil en Italie jusqu'à cette année, parce qu'il y a des politiques de retenir les candidats à la migration, par exemple entre l'Italie et la Tunisie, qui ont fait changer une partie du débat. Il y a des efforts de tous les côtés. Et je dirais que c'est presque non partisan maintenant en Grande-Bretagne, puisque Keir Starmer a dit qu'il s'intéressait maintenant à certains des choix italiens. Yvette Cooper, la ministre travailliste de l'Intérieur, est allée en Italie en décembre pour parler avec son homologue italien dans le gouvernement de Giorgia Meloni sur les accords qu'ils ont faits précisément, d'une part avec des pays du sud de la Méditerranée et d'autre part avec l'Albanie, pour essayer de ralentir les flux migratoires. Alors, ce qui est certain, c'est que si on disait aux gens le Brexit va guérir les problèmes d'immigration, ça n'a pas marché. Sur les hôpitaux, j'ai de la famille en Angleterre, j'ai des amis en Angleterre, les hôpitaux marchaient mal bien avant le changement de gouvernement et ils continuent à marcher mal. Et mais alors là, il y a vraiment un mélange de réformes mal faites et d'attribution de l'argent de façon très étrange, parce que pendant très longtemps, alors qu'en France, on dépensait à peu près 11% de notre PIB sur ce que nous allons appeler d'une manière rapide la sécurité sociale, les Britanniques dépensaient 8%. Et ça a changé sous Tony Blair, où on est arrivé à des niveaux de financement comparables, avec un système complètement différent, puisque les médecins sont des fonctionnaires et qui sont des règles de fonctionnaires. Et on a rajouté, d'ailleurs, comme dans les hôpitaux en France, des couches de bureaucratie qui n'ont pas nécessairement apporté un avantage aux soins. Mais quand on est français, se trouver dans un hôpital anglais où il y a toujours des salles communes, alors qu'en France, elles ont été fermées en 1975, qu'il y a encore des listes d'attente pour voir des généralistes, il y a des goulots d'étranglement, il y a du triage qui fait que si vous avez plus d'un certain âge, vous pouvez toujours dire au revoir à ce qu'on remplace votre foie ou des choses comme ça. Et je dirais que la gestion du NHS est une question qui était presque impossible à aborder en Grande-Bretagne, parce que le NHS, c'est une des grandes... C'est l'équivalent de notre sécurité sociale, pour faire les choses simplement. Oui, mais voilà. Il y a vraiment... maintenant, on commence à poser les questions, parce que les gens meurent plus en Grande-Bretagne, parce qu'on ne les a pas détectés, on ne les a pas dépistés, toutes sortes de choses qu'ils ont dépistées à temps. Quand on parle d'immigration, il faut savoir exactement de quoi on parle. On a beaucoup parlé d'une grande augmentation en 2022-2023. En fait, il s'agit du nombre de visas. Ça n'a rien à voir avec les gens qui arrivent par la Manche de manière clandestine. Ce sont des gens à qui on a donné un visa de travail pour au moins 1 an. Et je vais être très concret, oui. Dans ce documentaire, on a vu, et il nous dédie à un moment qu'il y a 15 000 transporteurs, essentiellement des Polonais, qui avaient quitté
la Grande-Bretagne, après le Brexit. Ils ont été remplacés par qui, ces transporteurs? Pour être très concret, sur ces emplois de bas salaire, de basse formation, qui étaient occupés par des anciens de l'Union européenne, aujourd'hui, ce sont les Britanniques qui ont repris ces emplois. C'est une autre forme d'immigration qui occupe ces emplois. Oui, dans une certaine mesure, ce sont des Britanniques. Il y a même des Polonais qui sont revenus parce qu'on leur donnait un visa. Parce qu'on peut donner un visa à un Européen. Mais les transporteurs, ce n'est pas le vrai problème. Ce n'est pas pour autant que ça a donné davantage d'emplois aux Britanniques. Quelques-uns, oui. Mais on a un problème dans un secteur en particulier, parce que cette augmentation massive des visas, pas forcément de l'immigration en tant que telle, ce n'est pas de la citoyenneté qu'on a donnée, c'est deux catégories qui ont dominé. D'abord, les visas d'étudiants. Et les universités britanniques, qui sont très performantes, sont dépendantes de l'argent d'étudiants étrangers. Donc, on a besoin de donner ces visas pour maintenir le système universitaire. Deuxième catégorie, et Alex a déjà évoqué, c'est le personnel soignant, en partie dans les hôpitaux, mais surtout dans les EHPAD et d'autres institutions. C'est-à-dire, c'est un personnel peu qualifié, mais capable de travailler dans ces secteurs-là, et les Britanniques ne veulent pas y travailler. Il faut remarquer aussi qu'après le Covid, beaucoup de Britanniques n'ont pas voulu reprendre le travail ou revenir sur le marché du travail. En revanche, le gouvernement, si vous voulez, le nombre est augmenté par le fait que les gens avec des visas pouvaient amener leur famille. Maintenant, le gouvernement a mis fin à ça. C'est Sunak qui l'a fait. Les travaillistes ont confirmé. Donc, le nombre est en chute libre. On crée beaucoup d'hystérie. On dit « Ah oui, il y a plus d'1 million de gens qui sont arrivés ». C'est un peu moins dramatique. C'est pas bien et on n'a pas repris le contrôle des frontières, mais il faut juste relativiser. Alex Taylor, à l'inverse, est-ce que vous voyez des domaines où le Brexit a un tant soit peu amélioré le quotidien des Britanniques parce que c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que les Britanniques y ont trouvé leur compte, surtout ceux qui avaient voté pour le Brexit, dans leur vie quotidienne? La plus difficile que vous me posez, très franchement, j'ai du mal. En fait, l'argument qui est toujours avancé, là, je me mets dans la peau d'un Brexiteur, pratiquement la première fois, c'est la souveraineté. C'est-à-dire qu'ils ont regagné une certaine liberté de prendre des décisions. Mais là encore, je veux dire, il faut savoir, rien qu'au niveau du commerce, par exemple, on va reprendre le contrôle de nos frontières en termes des importations, parce qu'ils ont décidé, on a vu dans le documentaire, qu'ils ne voulaient plus être dans l'union douanière, ni dans le marché unique. Donc, ils recontrôlent tous les produits, c'était censé le faire. L'Union européenne l'a fait depuis le jour J. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour les Britanniques d'exporter. Ceux qui aimaient les Marks & Spencer à Paris, par exemple, ont remarqué qu'il n'y a plus de produits frais. Il n'y a que de la confiture et du thé maintenant. Qu'alors, avant, à Paris, j'achetais mes Dreyfus et tous les petites gâteries fraîches et pâtisseries anglaises. Ça n'existe plus parce que les exportateurs britanniques ne peuvent plus exporter vers leur plus grand marché de 450 millions de consommateurs sans entrave. En revanche, les Britanniques ont toujours dit qu'ils allaient reprendre le contrôle sur les importations depuis l'Europe, mais ils n'ont jamais osé le faire. Ils ont reporté ça, je crois, maintenant 7 fois ou 8 fois, parce qu'ils n'osent pas le faire, sinon leur rayon serait vide. Ils ont besoin, il n'y a pas beaucoup d'oranges qui poussent en Grande-Bretagne, ils ont besoin de ce marché pour 30% de ce qu'ils mangent. Donc ils n'ont jamais osé reprendre le contrôle de leurs frontières en ce qui concerne les importations. Ils n'ont jamais pu reprendre le contrôle des frontières en ce qui concerne l'immigration. Donc en fait, ce que je reproche aux Brexiteurs, ce sont ces mensonges, c'est des slogans. Et au moins, ça servait à quelque chose, c'est que le reste de l'Europe est beaucoup plus, j'ai remarqué, que les partis populistes ici. À un moment, il était un peu à la mode de reprendre cette formule en France. Nous allons reprendre nos contrôles. Ils n'osent pas le dire parce que c'est très facile pour des gens comme moi de venir démonter en une seconde leurs arguments parce que, regardez les Britanniques, en ce qui concerne l'immigration et aussi le contrôle des produits qu'ils importent, ils n'ont jamais osé ou pu reprendre quelque contrôle que ce soit. Alors, oui,
mais, mais... c'est plus compliqué. Ah. C'est plus compliqué parce que, par exemple, il y a eu des renégociations permanentes pour essayer de régler, de faire des réglages sur justement les conditions dans lesquelles on peut importer. L'Europe, qui dès le départ a eu une volonté complètement punitive de montrer, et le Premier ministre Jean Castex l'avait d'ailleurs écrit à Ursula von der Leyen, il faut bien montrer que ça fait mal de sortir. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne a trouvé des gens qui étaient là pour montrer qu'ils avaient tort. Mais vous avez aussi des conditions dans certains accords avec l'Europe pour l'importation de produits qui sont attachées au respect de toutes sortes de lois européennes. Alors les lois d'hygiène, on peut comprendre. Les décisions de la Cour européenne de justice et des droits de l'homme, ça n'a rien à voir, mais c'est tout de même des choses conditionnelles. Ce qui fait que la Grande-Bretagne, qui en grande partie a voté aussi parce qu'il y avait des lois européennes auxquelles il ne voulait pas se soumettre, quand on ne peut pas renvoyer dans son pays un prédicateur qui appelle à l'assassinat des nationaux de votre pays et qu'on ne peut pas le faire parce que ça serait mauvais pour ses droits humains, et que ça continue à arriver maintenant parce que la loi européenne prévaut encore, c'est une des raisons. Là, ils ont perdu avec le Brexit parce qu'ils pensaient qu'ils avaient fait une rupture totale, mais ils ne l'avaient pas faite. Je voudrais reprendre un truc qu'on a dit tout à l'heure, et c'est les transporteurs, les chauffeurs de camions, c'est pas un métier à basse compétence. Et la preuve, d'ailleurs, c'est qu'on voit, nous, en Europe, qu'il y avait 60 000 chauffeurs de camions ukrainiens qui ne sont plus, évidemment, en train de conduire des camions puisqu'ils sont au front, et que c'est pas facile de reformer un chauffeur de camion. Donc, je voudrais pas appeler ça comme étant des métiers... Moi, je parlais de profession à basse compétence, pour reprendre cette expression tout à l'heure, parce que, effectivement, sur ce que j'ai pu lire, effectivement, surtout ces emplois qu'on a, dans un premier temps, quitté le Royaume-Uni après ce Brexit. On va revoir, Jeremy Straps, un extrait du documentaire. Nous sommes à Biarritz en 2019. C'est Trump et Boris Johnson pour un éventuel deal, tous les deux, pour la suite à ce Brexit. We're going to do a fantastic deal once we clear up some of the obstacles in our path. So thank you very much. See you later. Thank you. Les Américains sont des négociateurs commerciaux extrêmement coriaces. Et la Grande-Bretagne, en dehors de l'Union, est une économie assez petite. Les Américains ont donc d'autres priorités, comme l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Alors, est-ce que cet accord que souhaitait vivement Boris Johnson avec Donald Trump lors de son premier mandat à la Maison-Blanche a vu le jour? C'est 20% des exportations britanniques avec les États-Unis. Est-ce que cet espoir de compenser en certaine manière ce qu'ils allaient perdre du côté de l'européenne en renouant cette fameuse relation spéciale, c'est le nom qu'on donne toujours à cette relation entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, a vu le jour, a été jusqu'au bout et a de bonnes... Non. Et d'ailleurs, je pense qu'il était peu probable que les États-Unis renégocient avec le Royaume-Uni. Il faut comprendre que la relation spéciale n'a rien à voir nécessairement avec le commerce. Le commerce se fait de manière libre, si vous voulez. Tandis que la relation spéciale, c'est surtout sur le partage des renseignements. Et ça, c'est une relation qui restera spéciale et que rien ne change à cela. Quel que soit le locataire de la Maison-Blanche ou du 10 Downing Street. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Les Américains n'avaient pas besoin d'un nouveau accord avec le Royaume-Uni en termes de commerce, mais il faut quand même souligner... Oui, c'est un peu ce qu'on a compris sur ces images. On voit un Donald Trump qui... Il ne fait pas de cadeaux. Forcément partant à 100%. Il ne fait pas de cadeaux, même à des amis. Ouais. Il reste fixé sur les intérêts des États-Unis, mais il faut dire que pour le commerce, le volume du commerce avec l'Union européenne n'a pas baissé depuis le Brexit. Ça a changé et, comme le suggérait Alex, pour les petits producteurs, les petits exportateurs, c'est beaucoup plus difficile. Pour les grands, ça n'a pas changé. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni est encore plus dépendant aujourd'hui du commerce avec l'Union européenne. Pourquoi? Parce que le commerce avec le reste du monde a baissé depuis. Donc, oui, merci l'Union européenne. La seule grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus rien à dire sur les conditions de production.
Tout ça, c'est décidé par l'Europe et on doit se conformer. Ça fait réagir à l'extérieur. Ça n'a pas tellement baissé en ce qui concerne les importations vers la Grande-Bretagne pour les raisons que je viens de vous expliquer. Ouais. C'est justement parce qu'ils refusent de mettre sur place les contrôles, sinon ils auraient effectivement beaucoup moins d'importations, notamment de produits frais. Mais à un niveau beaucoup plus large, je pense que c'est important de dire que là encore, sur le Brexit, Boris Johnson est le principal fautif, a menti. C'est-à-dire que si le Royaume-Uni s'est retiré de l'union douanière et du marché unique, c'est-à-dire cet énorme, le plus grand marché unique du monde, qui est à 20 km du Royaume-Uni, c'est sur la promesse qu'il y aurait ailleurs d'autres deals commerciaux, mais ça commence à bien faire. Là, ça fait 8 ans que le Brexit a été décidé. Il n'y a aucun accord avec les États-Unis. Et encore maintenant qu'il y a Starmer et pas les conservateurs au pouvoir, c'est beaucoup moins probable qu'il y ait un accord commercial avec les États-Unis. Qui plus est avec un retour de Trump peut-être à la Maison-Blanche. Oui, c'est ça. En plus, si vous regardez les grandes promesses, c'était même baptisé Empire 2. Les grandes promesses de revenir à une sorte de nostalgie de l'Empire, avec notamment l'Inde, alors que le Royaume-Uni avait un Premier ministre d'origine indienne. Je me rappelle de toutes les promesses qui ont été faites à l'époque en disant « nous allons substituer ce que nous avions avec le marché européen avec un nouveau deal extraordinaire avec l'Inde ». Où est ce deal? Toujours pas signé. La Chine, c'est encore plus compliqué. Ce qui a donné les scènes il y a quelques semaines de la pauvre ministre des Finances qui est obligée de plus ou moins s'agenouiller devant les Chinois et troquer la sécurité britannique pour avoir peut-être la promesse d'un deal. Enfin, je dis tout ça parce que Boris Johnson a promis tous ces deals, buccaneering spirit, l'esprit de l'Empire britannique, qui allait repartir à la conquête de l'ancien empire avec les Indiens. Ça n'a même pas marché avec un Premier ministre d'origine indienne, Rishi Sunak. Alors, il s'agit bien sûr de Rishi Sunak, qui a été Premier ministre après Boris Johnson. C'est entre 2022 et 2024. On va voir un deuxième extrait du film. Il était question de l'intégrité du Royaume-Uni aussi dans ce documentaire. De ma vie, je n'avais jamais vu les questions d'identité être aussi centrales dans la politique britannique. Je pense qu'on peut dire que le Royaume-Uni traverse une crise identitaire. D'aussi loin que je me souvienne, c'est la première fois que les différentes parties du Royaume-Uni se considèrent plus divisées qu'unies. Oui, parce qu'on l'oublie souvent, mais le Royaume-Uni, c'est un État multinational. Alors, si on dit qu'il est uni, c'est bien qu'il y a quelque chose à unir. Ça. Entre un pays de Galles et une partie de l'Angleterre qui avait voté Leave, et puis l'Écosse, l'Irlande du Nord qui avait voté Remain. Alors, oui, restons dans l'Europe européenne. L'Irlande du Nord. Est-ce que ce risque de mise à mal de l'intégrité des Royaumes-Unis est toujours à l'ordre du jour aujourd'hui? Eh bien non. Eh bien non, parce que d'autres problèmes se sont posés, parce que chaque endroit est différent. La question de l'Écosse était très importante et très prégnante, parce que d'une part, l'Écosse voulait, disons, on va être un autre pays européen, on a le même nombre d'habitants qu'un certain nombre de pays européens, et parce que le référendum qui a commencé tout sur le Brexit, c'est une idée géniale de l'admirable David Cameron, je suis un peu ironique, qui a pensé que parce qu'il avait gagné de justesse le référendum écossais sur l'indépendance de 2014, la réponse a tout de même été non, on ne veut pas partir, qu'il pouvait gagner n'importe quel référendum. Alors ça, c'était évidemment une erreur. Mais, donc au départ, les Écossais se sont dit, on va continuer. D'abord, on est choqués, on veut rester des Européens, tout ce qu'on veut. Et puis, il y a tout de même des rivalités difficiles entre l'Écosse et l'Angleterre. Pour le moins, historique. Vous parlez historique, vous parlez avec un Écossais, il vous parle de la bataille de Culloden en 1746, qui s'est terminée par un massacre et une défaite écossaise, comme si ça s'était passé avant-hier. Donc, il y a tout de même des sentiments sérieux. Mais le mouvement, le SNP, c'est-à-dire le parti d'indépendance écossais, a fait une espèce d'arc où il est monté en puissance tout de suite après le vote du Brexit pour retomber jusqu'à un point et faire des mauvais résultats aux dernières élections. Ils ont plutôt échoué. Donc l'Écosse, c'est plus à l'ordre du jour. Pour ce qui est de l'Irlande de l'Ulster, l'Irlande du Nord, entre-temps, ils ont vu de l'autre côté de la frontière les problèmes de l'Éire, la République irlandaise qui, elle, est membre de l'Union européenne, commencer à avoir des
problèmes qui ressemblent furieusement à ceux du Royaume-Uni, en particulier avec les questions d'immigration, qui sont en quelques années devenues un énorme sujet en Irlande, en République d'Irlande. En ce qui concerne le Pays de Galles, même chose, il y a le sentiment parfaitement justifié, si on connaît l'histoire, d'avoir été colonisé par l'Angleterre, mais le Pays de Galles ne va pas être le premier à faire sécession. Donc, les questions qui se posent maintenant sont des questions différentes. L'idée qu'il devrait y avoir un référendum en Écosse, alors que ça a vraiment été quelque chose qui était à deux doigts de se réaliser de nouveau, c'est pas arrivé. Et sur l'Irlande du Nord, ils sont en train de se dire que les différences entre une Europe prospère et un Royaume-Uni qui se débrouille pas bien après le Brexit se sont estompées avec le fait qu'il y a plus de problèmes en Irlande, en République d'Irlande. Boris Johnson y rentrera dans l'histoire britannique parce que c'est lui qui l'a mené à bien ce Brexit. Est-ce que, selon vous, il a une chance de revenir sur la scène politique britannique, Boris Johnson? Ça m'étonnerait beaucoup dans la mesure où tout a bougé depuis son départ et ça n'a pas laissé de place pour un grand revenant, en quelque sorte. Et s'il revenait, ce serait bien sûr au Parti conservateur. Mais le Parti conservateur est en train de faire une sorte d'étude sur les raisons de son échec aux dernières élections, l'échec le plus cuisant de son histoire. Donc, ce n'est pas en retrouvant quelqu'un qui fait partie de cette histoire-là, partie intégrante de cette histoire-là, que le Parti conservateur va se renouveler. Donc, moi, je pense que c'est peu probable. Ça sera ma dernière question. Alex Taylor, est-ce que, à votre avis, ceux qui souhaitaient maintenir la Grande-Bretagne dans l'Union européenne auront une nouvelle carte à jouer dans les années à venir? Autrement dit, est-ce que cette question peut revenir à nouveau au premier plan sur la scène politique britannique? Non, parce que, comme a dit Jeremy, ça a laissé tellement de cicatrices. Et puis même, il faut dire qu'il y a 2 semaines, la dirigeante du Parti conservateur s'est plus ou moins excusée en disant que nous avons fait une erreur de partir de l'Union européenne sans avoir un projet derrière. C'est déjà énorme. Ce que je reproche à ce type, Boris Johnson, et ce que je reproche à pas mal de Brexiteurs, c'est qu'on le dit d'ailleurs dans son livre, que j'ai la gentillesse de m'envoyer, parce que ça me faisait quelque chose quand même de payer pour ce livre, mais je l'ai lu avec intérêt. Je veux dire, c'est quelqu'un qui avait aussi des doutes qu'on trouve, par exemple, en 2012, en disant le plus grand bien possible du marché unique. Donc, c'est quelqu'un qui a... donc, c'est très intéressant de lire ce week-end où il devait décider s'il était pour ou contre le fait de rester dans l'Union européenne. Il a choisi ça, en dépit de ce qu'il dit dans son livre, on devine très bien, en fonction de ses propres intérêts politiques. Ce n'est pas un Brexiteur convaincu depuis le départ. C'est ça que je reproche à certaines de ces personnes. À la limite, je respecte beaucoup plus Nigel Farage, qui, depuis le départ, a annoncé la couleur, qui s'est battu toute sa carrière pour que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Boris Johnson et pas mal d'autres Brexiteurs, comme Liz Truss ou Theresa May, les autres premiers ministres qui avaient plaidé pour voter Remain avant que tout d'un coup le vent tourne et que c'était dans leurs intérêts de dire « Ah non, je suis un Brexiteur absolument convaincu depuis le départ », je reproche à l'hypocrisie de ces Brexiteurs d'avoir monté la colère des gens pour leurs propres ambitions politiques. Le livre auquel vous faites référence s'appelle en français encore Indomptable et écrit par Boris Johnson. On peut le trouver d'ailleurs dans toutes les bonnes librairies, mais il n'y a pas de mea culpa de sa part concernant le Brexit dans cet ouvrage écrit de sa main. Grand merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc pour parler bien sûr de ce Brexit 5 ans après son officialisation en Grande-Bretagne, cette séparation entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Vous pourrez réagir sur #DébatDoc. Merci à Félicité Gabalda, Victoria Bellé qui m'ont aidé comme à l'accoutumée à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain débat doc, même place, même heure, toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.